pouvez venir, de la soupe, et on va vous montrer les textes tels qu'ils le sont. On va aller loin dans les questions et aucune question sera interdite. Donc c'est un peu ça le mood de Colège, donc je suis très à l'aise. Pour Colège, on a plusieurs temps. Le premier temps de l'année, c'est un Colège light, ça veut dire qu'on a plus en cours par semaine. On a le temps principal qui va être le Colège intensif, qui va être en 2 mois et demi. On va avoir des cours 3 fois par semaine. Et là, on va payer des femmes pour étudier la Torah. Et à la fin de tout ce collège intensif, ces femmes ont paye pour étudier la Torah. Donc, je suis publié dans un magazine. Comme je disais, il y a des boursiers ici, Clémence et Louise qui ont déjà écrit des articles. On n'entend pas très bien. On n'entend pas très bien, Thalie. Oui, ok. Alors, donc vous entendez pas vraiment, c'est normal, c'est pas moi qui parlais. J'imagine que quand quelqu'un dans la salle parle, vous entendez bien. Voilà. Mais quand je parle, j'espère que les gens qui sont à distance entendent. Par ailleurs, il y a beaucoup de pluie, donc j'imagine que vous entendez aussi la pluie qui tombe. Alors, donc, le thème que vous avez élu, c'est Halacha et Minhag. Et je vais donc introduire ce thème-là, mais par un biais un peu oblique, disons, parce que le processus qui nous conduit à cette soirée a été marqué par une série de malentendus. C'est intéressant parce que précisément, il va être question dans ce que je vais vous dire de la notion de tradition. Un savoir, un discours, et comment il se passe des choses au moment où ce discours, au moment de la transmission de ce discours. Donc, voilà, alors, pour vous situer un peu comment ça s'est passé, Myriam m'a sollicité pour participer à cette session, et l'intitulé du thème qui m'a été présenté, c'est Halacha, Minhag, tradition. Et le terme de tradition, il a tout de suite résonné avec des choses que je fais. Donc, comme ça a été dit, j'enseigne la pensée juive à l'université, et ça fait quelques années que je consacre un cours à la notion de tradition, ou à ce que j'appelle l'invention de la tradition juive. Et voilà, alors il se trouve que, si je comprends bien ce qui s'est passé, l'idée c'était dans ce minhag virgule tradition de dire, voilà, minhag, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par tradition. Sauf que il y a un phénomène qui est possible en français, qui est que le mot de tradition peut vouloir dire à la fois la coutume, donc qui est la traduction habituelle du minhag, mais ça peut vouloir dire aussi quelque chose de beaucoup plus général, à savoir le processus même par lequel un savoir ancien se transmet du passé vers le présent. Alors, si vous pouvez couper votre micro quand vous êtes à distance, sauf si vous avez des questions à poser. Voilà, on vous entend pour vous parler si vous n'avez pas coupé le micro. Cela dit, n'hésitez pas à intervenir à chaque moment, que vous soyez présent ou que vous soyez à distance. L'idée, c'est de discuter. Voilà. Donc, en français, on a cette polysémie de tradition au sens de coutume. Quelque chose est une tradition, une chose qu'on fait
par tradition, sans que ce soit forcément quelque chose de très pensé, de très réfléchi. On a toujours fait ça comme ça. Ça n'a pas forcément de source, ça n'a pas forcément d'origine qu'on peut assigner, mais c'est comme ça qu'on fait habituellement. Mais donc, tradition, ça peut vouloir dire aussi, encore une fois, quelque chose de plus général et qui, à mon sens, d'ailleurs, qualifie de manière générale le judaïsme. On peut discuter de ce que c'est que la nature du judaïsme. Le terme même de judaïsme est problématique. Aujourd'hui, dans le discours universitaire autour de cette notion-là, où on montre que en fait, le judaïsme, le terme même de judaïsme, c'est un terme moderne, c'est quelque chose que les Juifs se sont mis, un terme que les Juifs se sont mis à utiliser seulement assez récemment, à partir du XVIIIe siècle. Mais avant ça, ils ne parlent pas d'eux-mêmes en utilisant ce terme de judaïsme qui renverrait à un système de croyance, un système de pratique religieuse. Le terme même de religion est aussi un terme problématique, un terme qui est discuté aussi dans les études sur les sciences religieuses, l'histoire des religions. Aujourd'hui, il y a tout un courant américain et qui a quelques échos en France autour de une forme de déconstruction de la notion de religion. Là encore, on essaye de montrer que la catégorie de religion, c'est une catégorie qui est très déterminée, qui est en fait une notion qui est issue de la conception que le christianisme se fait de soi-même, c'est-à-dire comme un système de croyance qui est assigné à une place particulière dans la sphère de l'existence et qui est séparé de tout le reste de l'existence. Ah bah c'est justement ça qui est un peu compliqué. C'est quand on veut se défaire du terme de religion, bah on a du mal à parler de ce qu'on appelle habituellement une religion. Par exemple, une religion orientale. En gros, l'idée, c'est de dire que la conception occidentale et chrétienne de la religion, c'est quelque chose qui s'applique bien au christianisme et qu'on va ensuite appliquer dans un discours analytique à d'autres phénomènes, disons religieux, à défaut de mieux. Mais ces autres phénomènes, eh ben, ils ne rentrent pas dans le cadre de cette idée qu'il y aurait un corps doctrinal, des choses auxquelles il faut croire, et puis qui seraient globalement séparées du reste de l'existence. Et en particulier, donc les religions anciennes, les religions orientales, la religion juive, ça ne colle pas avec ce cadre-là. Par contre, un terme sur lequel, me semble-t-il, il n'y a pas tellement de discussion pour qualifier le judaïsme, c'est précisément le terme de tradition, qui est donc conçu comme ce qui va définir disons, la religion ou la tradition juive. Il y avait une question. Ouais. Ah, c'est la question. Ce à quoi je faisais référence, c'est un livre récent de Daniel Boyarin qui, le titre, c'est Judaism, Genealogy of a Modern Notion. Et donc sa thèse, c'est de dire, enfin son constat, c'est de dire que les Juifs eux-mêmes n'ont pas employé ce terme-là pour se rapporter à eux-mêmes jusqu'au XVIIIe siècle. Ce qu'ils faisaient avant, c'est, je sais pas, parler d'Israël, parler de Yahadout, mais quand ils parlent de Yahadout, ils ne parlent pas de religion, et ils n'entendent pas au sens où on entend le judaïsme à l'époque moderne, ils l'entendent au sens d'un statut juridique. Voilà, bon, lui, son idée, c'est que le judaïsme ou les juifs constituent plutôt un ethnos qu'une religion, c'est-à-dire une entité politique avec une loi qui organise ce peuple. Et dans cette loi, il y a des dimensions qui relèvent de ce qu'on appelle habituellement la religion, c'est-à-dire, disons, le rapport à Dieu, le culte, etc. Mais ce n'est qu'une dimension de cette loi, qui est beaucoup plus générale.
Voilà, donc par contre, la catégorie de tradition, elle, me semble-t-il, n'est pas tellement remise en question. Mais donc, c'est précisément de ça qui sera question dans ce que je vais vous proposer, d'essayer de réfléchir à ce que c'est que ce qu'on entend par tradition juive et de montrer que précisément cette notion-là, qu'on prend pour allant de soi, ben ne va pas de soi. Voilà. Donc, si c'est une chose que j'ai l'habitude de dire quand je fais des cours d'introduction au judaïsme, j'interviens dans des cours comme ça, qui s'intitulent Judaïsme, bah, précisément, je commence en général par dire ce qui définit le judaïsme, donc tel qu'on l'entend habituellement, c'est ce que j'appelle un axiome, qui est qu'il existe une Torah orale. La définition du judaïsme, c'est l'affirmation, il y a une Torah orale, c'est-à-dire il y a non seulement la Torah écrite, mais il y a aussi une Torah orale, c'est-à-dire une tradition d'interprétation de cette Torah écrite. Et cette Torah orale est indissociable de la Torah écrite. Inversement, la Torah écrite est indissociable de la Torah orale. Et donc, on a toute une série de textes dans les sources traditionnelles, justement, dans le Talmud, dans le Midrash, qui affirment cette existence de la Torah orale, c'est-à-dire de la Torah Sheba'al Peh. Quel texte j'entends par Torah orale? Ouais, mais ça, c'est un peu la question. Mais quand je parle ici des sources traditionnelles, ben, je parle essentiellement du Talmud, mais aussi du Midrash, ce qu'on appelle les sources rabbiniques classiques, la littérature rabbinique classique. Pas alors, là, tel que je l'entends maintenant, eh ben, c'est plus spécifiquement les sources classiques. Ça fait partie de la question de savoir quelle est l'extension de la Torah Sheba'al Peh. C'est où ça commence, où ça s'arrête, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors. Tout ça, c'est précisément des choses qui sont discutées par les auteurs qui s'inscrivent dans la tradition. On va avoir des conceptions plus ou moins extensives de ce qui rentre dans la Torah Sheba'al Peh et aussi des conceptions très restrictives de ce que c'est que la Torah Sheba'al Peh. Voilà. Mais donc là, tel que je l'entends maintenant, c'est Talmud Midrash. Dans le Talmud, alors, de manière assez intéressante, la notion même de Torah Sheba'al Peh apparaît, mais elle est assez peu présente en fait. Il y a très peu de textes dans lesquels l'expression même de Torah Sheba'al Peh apparaît. Et alors, on pourra revenir sur ces textes, notamment sur un de ces textes. Mais en tout cas, il y a dans ces sources-là cette affirmation qu'il y a une Torah Sheba'al Peh. Et donc, je pense qu'on peut définir ce qu'on appelle communément le judaïsme par la tradition de pensée qui souscrit à cet axiome, il y a une Torah orale. Encore une fois, reste à savoir ce que c'est que cette Torah orale. Voilà. Alors, en quoi le malentendu de départ n'est pas complètement hors sujet? Je pense qu'il y a quand même une certaine pertinence à commencer par là, votre session sur Halacha et Minhag. Alors, je comprends que quand vous avez voté, que vous avez choisi ce thème-là, peut-être que je me trompe, je ne sais pas si les gens qui sont là étaient présents quand il y a eu ce vote, mais ce que j'imagine, c'est que ce qui vous intéresse là-dedans, c'est d'aborder des problématiques très, très contemporaines dans lesquelles ce qui est en jeu, c'est une sorte de confusion entre différents registres normatifs au sein de la loi juive. Halacha versus Minhag, ce que j'entends, encore une fois, dites-moi si je me trompe, c'est quelque chose d'assez technique, c'est-à-dire deux termes qui désignent des catégories de normes dans la loi juive. J'aurais pu dire la halacha, je vais revenir là-dessus. D'un côté, la halacha strictement parlé, qui serait quelque chose qui est fondé sur les sources, quelque chose qui
a des sources dans les sources canoniques, disons, la Torah et la Torah Sheba'al Peh, la Torah Shebirtav et la Torah Sheba'al Peh, ou la Torah Shebirtav telle qu'elle est interprétée par la Torah Sheba'al Peh, donc sont le Tanakh d'un côté et le Talmud, le Midrash de l'autre, donc versus des choses qui relèvent simplement de la coutume et qui n'ont pas le même fondement dans les sources normatives, qui relèvent simplement de l'habitude, de un certain nombre de pratiques qui sont effectives, mais qui n'ont pas d'appui ni scripturaire, ni talmudique. Voilà, j'imagine comme ça que les choses se posent. Oui. Ouais, alors, après, la question de la proportion, tout dépend du cadre dans lequel on va s'inscrire. À mon sens, il y a beaucoup de choses, oui, qui relèvent du minhag. Encore une fois, je ne saurais pas vous dire voilà, précisément, il y a tant de pourcents. Et encore une fois, ça va dépendre aussi du cadre je sais pas, socio-religieux dans lequel on va s'inscrire. Dans un certain groupe religieux, il y a telle pratique qui existe et qui est perçue comme étant la halakha. Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui joue dans l'opposition à la minhag, c'est une espèce d'inclusion réciproque des deux termes. Très souvent dans le discours contemporain, on va dire, j'ai un peu fourché tout à l'heure, la halakha dit que, et quand on dit la halakha dit que, ça peut vouloir dire il y a une mitzvah de la Torah qui veut qu'on ne doit pas travailler le Shabbat, ou ça peut vouloir dire il y a un minhag dont l'origine est assez obscure, qui est plus ou moins ancien, qui est plus ou moins récent aussi, et qu'on présente comme ayant toujours été, comme étant conforme à ce que dit la Torah, et ça inclut des choses, je sais pas, aussi diverses que telle manière de formuler la tefila, ou tel type de choses qu'on peut manger à Pessah. Il y a des différences, comme vous savez, entre Ashkenaz et Séfarad sur ça, des choses qui relèvent à strictement parler du minhag, ou des choses qui touchent des problématiques plus brûlantes, des choses qui vous intéressent de manière plus sensible. La question de la tsniout, qui a des sources normatives dans les textes, mais aussi est très fortement auxquelles se sont agglutinées de manière assez récente des choses qui ne sont pas dans les sources et qui apparaissent ou qui sont présentées souvent comme étant la halakha. La halakha veut que les filles mettent des jupes en dessous des genoux, qu'elles mettent un tel type de manches ou qu'elles se couvrent les cheveux, etc. Ouais. J'imagine. J'espère. Alors, je sais pas, il y a une chose qui est très connue, qui est que la femme du Rabbi de Lubavitch, il y a des tas de photos où elle n'a pas les cheveux couverts. Alors, on va vous expliquer qu'en fait, bien sûr qu'elle a une perruque, mais ça témoigne du fait que ce qui est présenté comme étant aujourd'hui la halakha, c'est-à-dire ça a toujours été comme ça, en fait, c'est quelque chose qui relève du minhag, mais alors, là, on voit aussi que la catégorie de minhag, elle est elle-même problématique, parce que on va présenter comme étant une norme, c'est-à-dire une norme ancienne, coutumière, quelque chose qui en fait est une invention récente. Alors, par invention, il faut mettre une série de guillemets, parce que je pense qu'il y a un truc qui se joue dans une forme de dialectique entre la norme et la pratique. Et donc une dialectique qui est compliquée, où d'un côté, vous avez une pratique qui se répand, et d'un autre côté, un discours normatif qui va prendre acte d'une pratique ou qui va essayer de susciter une pratique en disant, voilà, la halakha, c'est que les femmes s'habillent d'une certaine façon ou se couvrent les cheveux d'une certaine façon. Oui. Est-ce qu'à partir du moment où un minhag apparaît dans un code halachique et donc s'intègre au discours normatif,
le statut de minag, il détermine la halakha. Je vais donner un exemple. Beaucoup dans le code, dans la roue, il y a le commentaire du Théman, j'ai serré dessus. Et souvent, ils disent les minagadou, et notre minagadou, c'est de faire ça. Et à la yeshiva, on nous enseigne en disant, du coup, c'est la halakha, parce que c'est le minag. Enfin, ça devient la halakha parce que c'est le minag de la communauté chez. Ouais. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que ça devient la halakha? Est-ce que ça devient la halakha? Ça dépend de ce qu'on entend par halakha. C'est des catégories qui sont extensives. C'est-à-dire qu'on peut utiliser de différentes manières. Quand on dit c'est la halakha parce que c'est dans le code, et parce que le code dit c'est ça le minag, et ben, c'est qu'on a pris une décision, qui est une décision elle-même halakhique, qui concerne le statut du minag. Des sujets aussi que vous allez peut-être aborder, que je vais un petit peu aborder moi-même. C'est quoi le statut halakhique du minag? Qu'est-ce que ça implique qu'il y ait quelque chose qui soit une pratique répandue au sein d'Israël? Une des expressions par lesquelles on désigne le minag, c'est minag nafutz be'Israël, une habitude qui est répandue en Israël. Et effectivement, une habitude qui est répandue en Israël acquiert un statut normatif. Mais en même temps, ça reste un minag, donc quelque chose qui n'a pas le même type d'autorité qu'une mitzvah de la Torah ou qu'une mitzvah de Oraita ou une mitzvah des Rabbanan. Et puis, par ailleurs, la question qui se pose dans la question de Myriam, c'est qu'est-ce qu'on appelle Israël? Quand on dit minag nafutz be'Israël, qu'est-ce qu'on appelle Israël? Je faisais référence à un minag ashkénaze. Les ashkénazes, ce n'est pas l'ensemble d'Israël. Et puis, c'est des catégories qui sont aussi assez clairement remises en cause aujourd'hui. La différence ashkénaze-séfarade, la question du minag local dans un univers mondialisé comme le nôtre, c'est devenu des notions qui sont problématiques. Oui, il y avait une question. Une question sous-jacente, c'est le statut du Shulchan Aruch. La source, c'est des textes classiques, des Midrash. Ouais. Et le Shulchan Aruch a créé le statut très récemment, depuis le 16e siècle. Ouais, alors ça, c'est la question qui correspond à un des titres qui a été annoncé de ce dont j'allais parler, l'émergence des codes halakhiques au Moyen-Âge, parce que effectivement ma période, c'est la période médiévale. Effectivement, ce qu'on peut constater ou ce qu'on peut montrer d'une manière très, très, très évidente, c'est que l'idée même de codification de la halakha, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Et quand vous dites, le Shulchan Aruch a acquis un statut, encore une fois, ça pose la question de savoir auprès de qui, dans quel milieu, dans quel groupe. Tout le monde ne suit pas, à strictement parler, la halakha telle qu'elle est présentée dans le Shulchan Aruch. Le rapport à ce texte-là, il est variable selon le groupe religieux dans lequel on s'inscrit. Voilà. Alors, dans certains milieux, disons l'orthodoxie, ce code-là a acquis un statut canonique. Et donc, ce qui est dedans devient la halakha. Seulement, dedans, il n'y a pas seulement des choses qui sont à strictement parler la halakha, si on lui donne un sens strict de normes fondées sur des sources, sur des preuves, etc. Mais l'idée même de codification est problématique. Voilà, donc d'un côté, on a cette inclusion du minag dans la halakha, dans un certain discours commun, et d'un autre côté, on pourrait dire que, à l'inverse, il y a une inclusion de la halakha dans le minag, si on entend par minag ce qu'on peut entendre en français dans tradition. C'est-à-dire la halakha, c'est inclus dans un ensemble plus vaste qui est la tradition.
Donc, encore une fois, non pas au sens précis de la coutume, mais d'une certaine façon, le sens de la coutume n'est pas complètement étranger à ça, mais au sens plus général de l'inscription dans une forme de continuité vis-à-vis d'un passé, d'une origine qui vient, dans laquelle le présent vient s'inscrire. Il y avait une question. Ouais. Oui, il y a une proximité aussi dans le champ lexical à la face du chemin. Minag, c'est pas aussi le voyage ou il n'y a pas quelque chose. Les deux termes, les voix sont. Oui, les deux termes ont une certaine proximité, effectivement, sémantique, sur lesquelles on pourrait réfléchir. Je ne suis pas tellement réfléchi à ça, mais effectivement, c'est dans les deux cas, il s'agit du côté de la halakha, d'une démarche, d'une voie, du côté du minag, je dirais la conduite. Voilà, mais je sais, enfin, je connais pas bien l'histoire de la racine nahag. Aujourd'hui, nahagut, ça veut dire comportement. Le comportement. Nahag, c'est un conducteur de bus, par exemple. Qu'est-ce que ça signifie dans les sources? Je ne saurais pas dire exactement. En tout cas, il y a cette idée d'une certaine manière d'aller quelque part. C'est comme ça qu'on va. Ouais. Donc voilà, alors c'est pour ça qu'il me semble qu'il n'est pas complètement absurde de commencer votre session par une réflexion sur la tradition, sur l'idée même de tradition et sur ce que j'appelle donc l'invention de la tradition juive. Ok, alors pour ça, je vous propose de partir d'un texte qui pose très bien, me semble-t-il, le problème et qui met en jeu un petit peu tout ce dont j'ai discuté jusqu'à maintenant. Alors, je vais partager mon écran et puis je vais distribuer le texte, ceux qui sont présents. Bon, il en reste encore quelques exemplaires si il faut. Alors, j'ai pas fait de PDF, j'ai fait un Word. Ça marche aussi? Donc, j'envoie sur la discussion et je partage mon écran. Ouais. Je sais faire, il faut que je retrouve le truc, voilà. Ok, donc c'est envoyé, je partage mon écran. Alors voilà, le texte en question, vous avez l'original en haut et puis la traduction en bas. Donc c'est un des textes classiques sur le minag, donc un texte classique, c'est-à-dire un texte qui traite du statut du minag dans les sources classiques. Donc en l'occurrence le Talmud. Donc je lis et je traduis. Alors la traduction que vous avez, c'est une traduction par DeepL de la traduction anglaise que vous trouvez sur Sefaria. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça se lit. Alors, Tanu Rabbanan, c'est l'expression classique. Donc nos maîtres ont enseigné pour désigner une braïta, c'est-à-dire un enseignement extérieur au corpus de la Mishnah, mais contemporain de la Mishnah. Tout le monde a reçu le papier? Alachazo, nit alma mibne vetira. Cette alacha
a été oublié, a littéralement disparu parmi les Bnei Batira, avait disparu auprès des Bnei Batira. Donc, à la Chazo, dans le contexte, on parle de la question de savoir ce qui se passe quand Pessah tombe Shabbat. La question, c'est est-ce que le Korban Pessah et tout ce qui est nécessaire pour faire le Korban Pessah repousse le Shabbat? Est-ce que le Korban Pessah est doché Shabbat ou pas? C'est ça la question, c'est ça la halachazo. Mais vous avez donc le terme même de halacha qui apparaît. Alors, c'est quoi les Bnei Betira? Ce sont, d'après Rashi, parce qu'en fait, on ne sait pas très précisément ce que c'est, lui il dit ce sont des Nessiim, c'est-à-dire c'était une famille de Nessiim, c'est-à-dire des dirigeants du peuple d'Israël, des autorités qui dirigeaient le Sanhédrin à leur époque, c'est-à-dire à la fin de l'époque du deuxième temple. Et donc, les Bnei Betira, donc, qui sont l'élite et les autorités normatives de l'époque, ont oublié la halacha. Et ils ont oublié la halacha sur un point qui est à la fois, je dirais, fondamental, et en même temps qui paraît être quelque chose d'assez simple. On va voir la réponse qui est donnée, la manière de résoudre le problème halachique paraît pas très compliqué, quoi. Mais donc on a cette idée que les Bnei Betira, l'autorité de cette époque, a pu oublier la halacha. Donc la halacha, ça s'oublie, et y compris chez les interprètes autorités, les interprètes autorisés de la Torah. Pa'amachat chal arba asar liyot beshabbat. Il est arrivé une fois que le 14 est tombé à Shabbat. Donc le 14 Nissan, c'est-à-dire donc le jour où on doit faire le Korban Pessah, est tombé à Shabbat. C'est quelque chose qui arrive très souvent en fait. Dans les dernières années, c'est arrivé très souvent que Pessah ce soit Shabbat. Donc c'est un truc qui nous est présenté comme quelque chose d'exceptionnel, pas machat, mais en fait, ça paraît pas être extraordinaire. Shachru velo yadu im Pesach doche et Shabbat im lav. Ils ont oublié et ils ne savaient pas si Pessah repousse le Shabbat ou pas. Donc encore une fois, la question halachique, c'est est-ce qu'on a le droit de faire toutes les mlachot qui sont nécessaires pour faire le Korban Pessah et qui sont interdites à Shabbat. C'est-à-dire tous les travaux nécessaires, toutes les actions nécessaires pour faire le Korban et qui sont interdites à Shabbat. Amrou, ils ont dit Klum yesh adam sheyodea im Pesach dochet à Shabbat imla. Ils ont dit y a-t-il un homme qui sait si Pessah repousse le Shabbat ou pas? Donc, situation de perplexité. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut faire le Korban Pessah ou est-ce qu'il faut respecter Shabbat? Amrou lahem, Adam echad yesh, chez Ala mi Bavel, vehilel abavli shemo. Donc, on leur a dit, je ne sais pas très bien qui, il y a un homme qui est monté de Bavel, de Babylonie, donc on est en Eretz Israël, on est à Jérusalem, à l'époque du Beth Amikdash, donc époque où le Korban Pessah se pratique, et donc se fait au Beth Amikdash, au temple, c'est là-bas qu'on va faire le Korban, c'est donc à Jérusalem qu'on va à la fois le sacrifier, l'immoler et qu'on va le consommer. Et donc on est à Jérusalem et donc on vient dire aux Nessiim que
il y a un étranger, Hillel, qui vient de Babylonie. Et chez Shimesh, Shne Gdolei Hador, Shmaya, Ve'Avtalion, il a littéralement servi les deux grands de la génération, Shemaya et Avtalion. Ve'yodea im Pesach dochet ha-Shabbat imlav. Et lui, c'est si Pesach repousse le Shabbat ou pas. Shalchu ve'karulo. Ils ont envoyé quelqu'un pour le faire venir. Ils l'ont envoyé, ils l'ont appelé. Amrulo, klum atayodea im ha-Pesach dochet ha-Shabbat imlav. Ils ont dit, est-ce que tu sais si le Korban Pessah repousse le Shabbat ou pas? Amar lahem, il leur a dit, V'chi Pesach echad yesh lanu bashana shedochet ha-Shabbat. Est-ce qu'il y a seulement un Pessah dans l'année qui repousse le Shabbat? V'halo harbe yoter mimatayim psachim yesh lanu bashana shedochin et ha-Shabbat. Mais n'y a-t-il pas 200 Korban Pessah dans l'année qui repoussent le Shabbat? Amrulo, minayin lecha, amar lahem, nema moado bapesach, venema moado betamid. Il leur a dit, donc ils lui ont dit, pardon, lui dit, est-ce qu'il y a un seul Pessah qui repousse le Shabbat? Non, dans l'année, il y en a plus de 200 qui repoussent le Shabbat. Ils ont dit, d'où tu sais ça? Amar lahem, nema moado bapesach, venema moado batamid. D'où sais-tu ça? Il leur a dit, il est écrit à propos de Pessah dans un verset à propos de Pessah. Moado, il faudra le faire en son temps. Diepel traduit sa saison. Donc, il faut le faire en son temps. Le Korban Pessah doit être fait dans son moed. Venema, moado, batamid. Et c'est aussi écrit à propos du tamid, c'est-à-dire du sacrifice perpétuel, sacrifice qu'on faisait tous les jours au Beth Amikdash. Il y a aussi écrit moado, qui devra être fait en son temps, en sa saison. Ma moado ha'amur batamid dochet ha-Shabbat, af moado ha'amur bapesach dochet ha-Shabbat. Et de la même façon que ce mot en son temps qui est dit à propos du korban tamid, sacrifice perpétuel, repousse le Shabbat, signifie que le tamid repousse le Shabbat. Af moado ha'amur bapesach dochet ha-Shabbat. De la même façon, ce terme en son temps qui est dit à propos de Pessah signifie que Pessah repousse Shabbat. Vous avez compris le raisonnement? C'est un raisonnement qui relève de ce qu'on appelle la Xera Shava, c'est-à-dire la présence à propos de deux sujets différents du même terme qui font qu'une halakha qu'on connaît à propos du contexte A va s'appliquer à propos du contexte B. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contexte B. Qu'est-ce qui se passe à Pessah? Est-ce que c'est Dochet et Shabbat? On constate qu'à propos de Pessah, le contexte B, il est écrit Moado. Et on constate que par ailleurs, ce même mot Moado apparaît ailleurs dans la Torah, dans un contexte A, à propos du Tamid. Et qu'à propos du Tamid, on sait que Moado, ça signifie que le Tamid repousse Shabbat. Donc, qu'est-ce que c'est que le Tamid? C'est le korban qui était apporté tous les matins et qui inaugurait la avoda de la journée au Beth Amikdash. Donc, il y avait une sorte de temps qui était alloué au sacrifice au Beth Amikdash tous les jours, qui commençait par un sacrifice, le Korban Tamid, donc il y a un sacrifice collectif, tout le peuple d'Israël apporté collectivement par l'intermédiaire du Kohen Gadol ou des Kohanim, et particulièrement du Kohen Gadol, un Korban qui inaugure
la journée de sacrifice. À partir de là, on va apporter son corban individuel si on a fait une faute, ou d'autres types de corbanotes, une offrande particulière qu'on voudrait faire. Mais donc tout ça, ça commence avec ce corban tamid, tamid donc signifiant perpétuel. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'il est plus haut, 200 Pessachim. C'est pas vraiment 200 Pessachim, c'est 200 autres choses qui est plus Shabbat, comme par exemple le tamid. Voilà. C'est ça qu'il dit avant. Ouais, on sait que toute l'année, il y a des tas de corbanotes qui repoussent Shabbat. Alors, comme on arrive à 250 ou 200 ou à plus de 200, ce n'est pas seulement le tamid, mais c'est aussi toute une série de corbanotes additionnels, le moussaf de Rosh Chodesh, quand Rosh Chodesh tombe à Shabbat, il va aussi être amené à Shabbat, repousser le Shabbat, ou tous les sacrifices des jours de fête. À Sukkot, vous avez plein de corbanotes qui sont prévus et ils seront aussi apportés à Shabbat. Voilà, alors je descends, je déroule le texte, puis après on reviendra sur les différents moments du texte. Ça voulait dire qu'on pouvait faire du feu. Ouais. Il est... Ouais, il était entre. Et puis, oui, bien sûr. Ouais. Et ça fait partie du sujet. Les choses qu'on pouvait faire avant et qu'on n'a pas fait avant l'entrée de Shabbat, est-ce que ça repousse Shabbat ou pas? Voilà, donc ça c'est un premier raisonnement. Donc Hillel est interpellé. Comment tu sais trancher cette halakha qu'on ne sait pas trancher, sur laquelle on est perplexe? Il leur donne une première réponse qui est donc une xerashava. On sait qu'on peut faire cette dracha, cette interprétation en rapprochant le cas du tamid et le cas du korban Pessah. Et maintenant, il va donner une deuxième explication, une deuxième source à cette halakha. Ve'od kal vachomer. Kal vachomer hu. Par ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut déduire par un raisonnement a fortiori. Matamid she'en anush karet dochet ha-Shabbat, Pesach she'anush karet, enodin she'dochet ha-Shabbat. Le tamid pour lequel n'est pas prévu, si on ne le fait pas, la peine de karet. Vous voyez ce que c'est que la peine de karet? On traduit habituellement par retranchement. Donc c'est dans la hiérarchie des peines qui sont prévues par la Torah, la peine maximale. Avec tout le paradoxe que concrètement, en fait, karet, c'est rien du tout. Vous n'arrive rien si vous avez karet, à la différence de si vous êtes condamné à mort. D'accord. Mais c'est pire. Donc c'est le max. Donc le tamid, s'il n'est pas fait, il n'y a pas de peine de karet qui est prévue. Pessah, chez Anush Karet, par contre, Pessah, si on ne le fait pas, si on ne fait pas le korban Pessah, quelqu'un qui ne ferait pas le korban Pessah alors qu'il peut le faire, le 14 Nissan, il va être passible de la peine de karet, donc de retranchement. Et par conséquent, donc, il y a dans Pessah ce qu'on appelle un tzad chamour, un aspect grave, une gravité particulière qui est appliquée et qui fait que si on pondère en quelque sorte Pessah et Tamid, si on met Pessah d'un côté de la balance, Tamid de l'autre, la balance elle va pencher du côté de Pessah. C'est plus lourd du côté de Pessah. Donc s'il y a quelque chose, une règle restrictive qui s'applique au Tamid, qui pourtant a l'air d'être plus léger,
alors ça s'applique nécessairement aussi à Pessah. Donc c'est la fin du raisonnement. Enodin chez Dochet à Shabbat. Donc Pessah, lui, qui est très grave, est-ce que ça n'est pas logique qu'il repousse Shabbat? Voilà, alors on pourra revenir, enfin on va revenir là-dessus. J'avance, juste pour avoir bien les articulations du texte en tête. Si vous avez des questions sur les différents points, vous pouvez m'interroger. Donc, il donne ces deux preuves. D'une part, la Xera Shava, d'autre part, le Kalvachomer. Miyad Doshivuhu Barosh. Immédiatement, quoi qu'il leur avait donné cette réponse, qui manifestement les a convaincus, les Bnei Batira, ils l'ont établi à leur tête, au Minuhu Nasi Alehem, et ils l'ont nommé Nasi sur eux, donc président du Sanhédrin. Vehaya Doresh Kol Hayom Kulo Beilchot à Pessah. Et il passait toute la journée à enseigner les halachot de Pessah. Apparemment, c'était son truc, de parler de Pessah toute la journée, en tout cas au début. Itril Mekantran Bidvarim. Alors, il a commencé à leur faire des reproches, à leur adresser des paroles de reproche. Amar Lahem, Mi garam lachem she'ele mi Bavel, veheye nasi alechem. Il leur a dit, qui est-ce qui a conduit à ce que moi je monte de Babylonie et que je sois le président sur vous, alors que c'est vous les chefs, c'est vous qui êtes installés comme des autorités en Eretz Israël, à Jérusalem. Moi, je suis l'étranger, je viens de Babylonie et je me retrouve à votre tête. Alors, c'est quoi qui a conduit à ça, à cette situation? Quand il parlait tout à l'heure de Shmaya et Aphtalion, c'est les gens qui étaient en Babel ou à Jérusalem? À Jérusalem. Ah. Donc, Hillel, le jeune Hillel, vient de Babel. Il a émigré de Babel, il a fait son alia et il a étudié avec les Gdolé Hador. Et pourquoi les Gdolé Hador ne sont certainement pas oubliés? Ils ne sont plus là. Ils sont morts. Mais c'était eux les Gdolé Hador de Eretz Israël. Voilà, ils ont séché les cours de Shmaya Aphtalion. C'est ça, justement, que va leur reprocher Hillel. Qu'est-ce qui conduit à cette situation-là? Que c'est moi, l'étranger, qui va diriger le peuple. Et bien, précisément, Atzlut She'aita Bachem, c'est votre fainéantise. Chez lo Shimashtem, Shnei Gdolei Hador, parce que vous n'avez pas servi les deux grands de la génération, Shmaya et Aphtalion. Vous n'avez pas suffisamment suivi leurs enseignements, vous n'avez pas suffisamment été à leur cours, vous n'avez pas suffisamment... l'expression de Shimesh, elle est très forte. Ce n'est pas seulement d'assister à des cours, c'est fréquenter, c'est être au service d'eux, etc. Donc, vous n'avez pas suffisamment fréquenté ces gens-là qui étaient les grands de la génération, les dépositaires de la tradition. Et par conséquent, vous avez oublié la halakha, encore une fois, qui n'est pas une chose extraordinaire. Pas un problème à l'Afrique extraordinaire. Amroulo, ils lui ont dit, Rabbi, maître, Shachar velo evi sakin me erev Shabbat. On arrive à la fin de la page ici. Donc, ils lui ont dit, Rabbi, donc maître, Shachar, encore une histoire d'oubli, il a oublié, velo evi sakin me erev Shabbat, et il n'a pas amener le couteau avant l'entrée de Shabbat. Pas emmener le couteau pour faire la shrita avant l'entrée de Shabbat. Maou. Alors le problème à l'Afrique qui est derrière, c'est que vous ne pouvez pas transporter un objet d'un reshut ayachid vers un reshut arabim. C'est partie des mlachot qui sont interdites à Shabbat, de déplacer des objets d'un domaine privé vers un domaine public. C'est ce qu'on appelle la mlacha de Otsa, de déplacer des objets, de faire sortir des objets.
Et donc, voilà, donc ça fait partie de ce qui est nécessaire pour faire le korban. Et ça n'a pas été fait la veille de Shabbat. Est-ce qu'il peut le faire ou pas? Sachant qu'on a un principe qui est que toutes les mlachot qui peuvent être faites avant Shabbat, elles doivent être faites avant Shabbat pour faire quelque chose qui serait normalement interdit à Shabbat. C'est le cas, par exemple, de la Mila. La Mila, donc si le 8e jour du petit tombe Shabbat, il est né Shabbat, sa Mila est prévue Shabbat, donc il y aura une Mila le Shabbat, sachant qu'a priori, il y a toute une série de choses qui sont interdites à Shabbat, tranchées, etc. Par contre, les ustensiles qui sont nécessaires à la Mila devront être transportés avant Shabbat, parce que c'est des choses qui peuvent être faites avant Shabbat. La Mila elle-même, par contre, elle ne peut être faite que Shabbat, puisque c'est le 8e jour. La Mila, elle doit être faite le 8e jour, pas le jour d'avant, pas le jour d'après. Donc la Mila doit être faite Shabbat. Elle ne peut pas être faite la veille, pas être faite le lendemain. Par contre, tout ce qui est nécessaire pour faire la Mila, ça pouvait être fait avant, et ça doit donc être fait avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a oublié et qu'on n'a pas le couteau pour faire le sacrifice ou le couteau pour faire la Mila? Et donc, c'est ça la question. Il a oublié d'apporter tout ce qui est nécessaire pour faire le Korban Pessah, le couteau pour faire le Korban Pessah. Il a oublié de l'amener depuis la veille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amar Lahen, il leur a dit, Alachazo, on retrouve l'expression du départ, c'est Alachala, Shamati, Veshacharti. Cette Alacha, je l'ai entendu, mais je l'ai oublié. Voilà, c'est le boss, c'est le Nassi, celui qui se souvient de la halakha qui a été oubliée par les Mnevatira. Et maintenant, il est pris au piège d'une halakha donc qui est en fait un dérivatif de celle dont il s'est souvenu. Étant entendu qu'il faut faire Pessah à Shabbat et que Pessah d'après Shabbat, alors qu'en est-il de ce cas où quelqu'un aurait oublié d'amener le couteau? Il dit, ça, je sais que j'ai entendu, mais je ne me souviens plus. Et là, Anach la haine les Israël, mais littéralement, laissons-leur à Israël, que ce soit laissé à Israël. Im en nevimhem, bene nevimhem. S'ils ne sont pas des prophètes, ils sont des fils de prophètes. Donc ça veut dire, on va regarder ce qui se passe demain. On est vendredi, on va regarder ce qui se passe demain, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens. Et on va apprendre la halakha comme ça. Parce que si ce ne sont pas des prophètes, ce sont des fils de prophètes. Le macha, mish episro tale, le lendemain, c'est-à-dire donc le Shabbat, qui était la veille de Pessah, celui dont le sacrifice était un agneau, Tochavo betsamro, prit le couteau et il le met dans la laine. Donc le cas, c'est quelqu'un qui a oublié d'amener le couteau la veille de Shabbat. Celui-là, si son korban, c'est un agneau, il le plante dans la laine, il prend le couteau et il le met dans la laine de l'agneau, et l'agneau il va aller lui-même à l'abattoir avec l'instrument qui va servir à le mettre à mort. Mish episro gedi tochavo ben karnav, celui dont le sacrifice est alors c'est pas une chèvre. Gedi, c'est quoi la différence entre Gedi et Talé? Je ne sais pas exactement. Mais donc c'est un animal qui n'a pas de laine. Tochavo ben karnav. Alors il prend le couteau et il l'insère entre ses cornes. Ramaase. Vous avez une expression assez
importante pour le sujet. Il a vu le maaseh, il a vu l'acte, Veniska halacha, et il s'est rappelé de la halacha. Ve'ama, kach mekubalni, mipi shmaya ve'aftalion. C'est ça que j'ai reçu. J'ai mekublani, c'est ça qui m'a été transmis. C'est de ça que je suis le dépositaire. Mipi shmaya ve'aftalion, de la bouche de Shmaya et Aftalion. Donc il avait oublié la halacha, il a regardé ce que les gens font et il s'est rappelé. Voilà, donc là vous avez une articulation entre halacha et minag qui est assez intéressante et assez aussi spectaculaire. Enfin, c'est un texte très, très étonnant qui met en scène les plus grandes autorités dans une situation qui n'est pas très glorieuse, où ils sont capables d'oublier la halacha sur des points qui sont, encore une fois, pas extraordinaires. En tout cas, pour ce qui est de la halacha du départ. Et finalement, donc, ils vont se retrouver enseignés par la pratique des gens. Donc, on a envie de se demander à la fin du texte, ça servait à quoi d'aller demander à Hillel, qui a reçu l'enseignement de Shmaya Avtailon, si en fait les gens ils savent ce qu'ils sont censés faire. Ouais. Oui, maintenant, alors c'est comme c'est ça que vous avez fait et que vous avez décidé de faire, c'est sans doute ça qu'on a dit. Vraiment, je me rappelle des exemples. Bah oui, ça c'est la question. C'est la question qui se pose. Comment on va comprendre finalement, comment on va comprendre toute cette affaire-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Bnei Nevi'im Hem? Qu'est-ce que ça veut dire Alachazo Shamati V'Shacharti? Ça veut dire c'est ça que j'ai entendu. Effectivement, a priori, le pshat, c'est ah voilà, ça me revient, c'était ça que j'avais entendu. J'ai entendu ça de Shmaya Avtailion. Il fallait que je le voie pour m'en rappeler. Mais Clémence, toi qui es déjà dans une lecture post-critique du Talmud, tu dis non, en fait, ce qu'on peut lire là-dedans, c'est que en fait, on apprend la halakha de la pratique. C'est la pratique elle-même qui va dicter la halakha. Il dit c'est ça que j'ai entendu. C'est précisément le processus dont on parlait tout à l'heure, par lequel une pratique va devenir la norme. Et va devenir la norme au sens où, c'est ça que j'ai entendu de Shmaya Avtailion, qui sont eux-mêmes les dépositaires de la Torah Sheba'al Peh depuis Moshe au Har Sinaï. Voilà, alors, est-ce que vous avez des réactions face à ce texte, déjà spontanément? Là, ici, c'est l'articulation entre le minag et la fin, et le point à la parce que les traits de ensemble est déjà baigné dans la fin. Sinon, on a une coutume de pratique. Là, il faut savoir si elle est baignée dans la fin ou si ça, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, parce qu'on pratique de cette façon-là, c'est la halakha, puisque nous, on a aussi une fiche de contexte, il y a un régime géographique qui est particulier à cette articulation entre le minag et la fin. Ouais, alors on peut même poser une question plus, disons, même sur le texte lui-même, sur la manière dont on parle de la pratique des gens à l'époque du Talmud. Il y a des tas de textes dans lesquels on va dire en fait les gens sont débiles. Le rov des gens, c'est des améharet, c'est des ignorants. Ils ne connaissent pas la halakha. C'est le lieu commun de la manière dont on parle des gens dans le Talmud. Donc c'est très bizarre ici qu'on vienne dire, mais en fait, Bnei Nevi'im Hem. Voilà, donc déjà dans le contexte lui-même, on a une question. À partir de quel moment on va dire qu'une pratique est le témoignage de quelque chose qui serait de l'ordre de la prophétie? Voilà, il faudrait creuser cette expression de Im Enam Nevi'im, Bnei Nevi'im Hem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et puis par ailleurs, il y a évidemment la question de
voilà, qu'est-ce qu'on va inclure dans ce Bnei Nevi'im Hem? Anach Lahem l'Israël, qu'est-ce que c'est que cet Israël? Et ça, c'est une grande question, quoi. Tout le monde veut s'appeler Israël, tout le monde revendique ce terme-là. Les chrétiens sont le vrai Israël. Et puis, tous les courants du judaïsme contemporain sont le vrai Israël. C'est moi qui dicte par ma pratique, en fait, ce que c'est que la halacha. Donc, effectivement, alors ici, il y a cet enjeu, je pense, qui travaille très fort dans l'ensemble du texte, de la continuité et de la discontinuité. Voilà, il y a toute cette problématique de l'oubli qui revient en permanence, les Bnei Betira, qui sont pourtant, je parlais de continuité géographique, ils sont en Eretz Israël, ils sont là où ça s'est transmis, où la halakha s'est transmise de génération en génération, où on imagine qu'il y a une continuité dans la pratique, et donc eux, il y a un savoir qui est en quelque sorte incorporé dans le peuple, qui a force de loi. Mais bizarrement, les Bnei Betira, qui sont l'élite, les intellos, quoi, ceux qui sont là pour réfléchir à la halakha, chercher ses sources, la déduire, etc., eux, ils ont oublié ce truc-là que le peuple a conservé en mémoire, puisqu'on parle d'un dérivatif d'une halakha, de la halakha dont on parle au départ. C'est le cas qu'on imagine à la fin, celui sur lequel on va trancher la halakha en fonction du minag. Eh ben, c'est un cas qui suppose qu'on sait déjà que à Shabbat, on doit faire le Korban Pessah. Qui ne pose pas la question, hein? Que qui pose la question? Que Hillel? Bah, c'est eux qui viennent l'interroger. C'est eux qui viennent l'interroger. Ils disent. Bah, eux aussi, ils ont déjà oublié la halakha de départ, donc à plus forte raison qu'ils ne savent pas ce qu'on est censé faire. Si on a oublié que le Korban Pessah doit être apporté le lendemain. C'est eux qui l'interrogent. Ils disent. Ouais, du coup, la question qui se pose, c'est quoi le régime de savoir de la halakha qui est en jeu dans les Bnei Betira, dans les Nessiim, chez les Nessiim, et par différence avec celui qui est en jeu dans la pratique du peuple. Les gens font des trucs, pour le coup, sur le mode, strictement parlé, du minag. C'est comme ça que j'ai vu qu'on faisait. J'ai vu mon grand-père, il faisait comme ça, s'il avait oublié d'amener le couteau alors que le Korban Pessah, 14 Nissan, c'est Shabbat, il le mettait dans la laine du... Tu vois, on a l'impression d'une sagesse un peu pratique, quoi, comme Raffarin, il disait, l'intelligence de la main, quoi. Les gens savent faire ce genre de trucs, quoi. Par contre, les gens qui sont censés réfléchir, chercher les sources, se creuser la tête sur le sens, en fait, de la halakha, eux, ils ne savent pas faire, quoi. C'est pas le législateur, la communauté, c'est la jurisprudence. Ouais. Mais encore une fois, est-ce que c'est le même régime de savoir qui est en jeu? Vous avez compris que la réponse est non. La réponse est non, c'est pas la même chose quand le peuple fait un truc et quand les Nessiim disent la halakha c'est ça pour telle raison, comme Hillel l'a fait à propos de la première question. Il va donner des sources, il va donner un raisonnement, 2 types de preuves, etc. Il y avait d'autres questions? Oui, j'avais une observation sur l'observation. Ça m'a fait penser à. Je trouve que c'est très actuel. Ça me fait penser à l'histoire de l'espadron en Italie. En Italie, on a l'habitude, le minage, je ne sais pas comment on l'appelle, de manger de l'espadron. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours eu la pratique de le manger et savent reconnaître l'espadron. Donc, dans toutes les communautés italiennes juives, on mange de l'espadron. Ça, c'est la pratique qui détermine la norme. Ça me semble évident. Donc, je trouve que c'est très actuel comme débat. Hein? Non, mais pas exclusivement. Je ne sais pas. Mais... Alors que je n'ai plus d'expérience.
Et peut-être quelques communautés de la tribu du Nord, celles qui étaient sur la mer. Donc, avaient gardé cette pratique de. Ouais, il y a des histoires aussi comme ça sur les sauterelles au Maroc. Ouais, voilà. Ah, cette sauterelle-là, c'est pas une sauterelle, c'est un oiseau. Donc on peut la manger. Et non, je me demandais s'il y a ici, parce que ça m'a fait penser à le Mishnah, où il y a aussi un cas dans ce cas-là, c'est Rabbi Akiva, c'est la Yévamot, qui débarque, mais donc c'est peut-être plus tard au niveau chronologique, qui débarque, enfin, il y a une histoire où il y a des gens de Babel qui connaissent mieux la loi que les gens de Jérusalem, mais c'est dans un contexte de crise politique où il y a les Romains, etc. Donc je me demande si ça pourrait être aussi une des explications derrière le fait que les sages de Jérusalem, enfin, que la tradition de Jérusalem s'est perdue, alors qu'en Babel, elle est restée. Ouais, alors, encore une fois, l'idée, c'est pas qu'à Babel, on avait la tradition et qu'on l'a perdue en Eretz Israël. C'est que Hillel, qui a fait positivement le voyage, je crois, qui est allé se mettre au service de Shmaya Avtagon, lui qui est né à Babel, il va aller en Eretz Israël pour apprendre des Gdoléador. Lui, il va recevoir la tradition. Par différence avec ceux qui sont là, ceux qui sont installés, les Bnei Betira, donc qui sont, encore une fois, des gens à propos desquels on ne sait pas grand-chose, mais sinon c'est des héritiers, c'est les enfants c'est la famille des chefs. C'est un petit peu comme à l'époque des Géonim, où vous avez des familles qui dirigent le peuple sur le mode de l'hérédité, qui est a priori contradictoire avec la manière dont précisément la Torah chez Béal Pé se comprend elle-même. Si on regarde les choses de manière un peu historique, ce qui se passe au moment de la destruction du Beth Amikdash, le moment où le judaïsme va se définir comme judaïsme rabbinique autour de la Torah chez Béal Pé, c'est justement un transfert d'autorité des Kohanim vers les Chachamim, c'est-à-dire de ceux qui ont l'autorité par hérédité, parce que c'est une famille, c'est les Kohanim, c'est comme ça, c'est un titre qui se transmet de génération en génération. Vous ne pouvez pas devenir Kohen parce que vous avez envie de devenir Kohen. Donc on passe de ce régime-là, c'est eux les dirigeants spirituels, disons, d'Israël, à un régime dans lequel c'est la Chorma qui dirige. Et donc c'est celui qui s'avère le plus Chacham qui va devenir le dirigeant. Et donc là, on a l'impression d'entendre un truc un petit peu comme ça. Les Bnei Betira, c'est les Chachamim bien installés, qui ne se posent plus tellement de questions, qui n'ont plus un désir d'apprendre, de s'approprier la Torah, et qui donc oublient, qui ne reçoivent pas la Torah. Par contre, l'étranger babylonien, qui lui a un désir de Torah, lui, il va recevoir la tradition. Et donc, il va se retrouver dans une position de restaurer, en fait, la tradition. Il y a une Gemara dans Souka qui fait le parallèle entre Hillel et Ezra. Ezra à Sofer, c'est celui qui va restaurer la Torah après la destruction du premier Beth Amikdash, qui va revenir de Babylonie avec la Torah et réinstaurer l'autorité de la Torah au sein d'Israël, en Eretz Israël. Il y a un truc très bizarre que le Beth Amikdash est reconstruit dans un contexte où manifestement les gens ne connaissent plus la Torah. Donc il y a une période un peu intermédiaire où il y a eu reconstruction du Beth Amikdash, mais la Torah, on ne sait plus trop ce que c'est. Donc il faut attendre un deuxième temps où Ezra revient de Bavel pour que la Torah redevienne effective en Israël. Et donc on a, et par ailleurs le personnage de Ezra est présenté comme celui qui est Doresh Torah Moshe, qui est en permanence en train de l'interpréter, mais aussi de la chercher. Il a un désir de Torah. Il l'a conservé, mais il est aussi en permanence en train de la rechercher, de l'interroger, etc. Et c'est lui qui va restaurer l'autorité de la Torah
donc au sein du peuple d'Israël. Et donc là, on a une sorte de répétition de ça avec Hillel, qui va revenir de Babel, mais à propos duquel, par ailleurs, on va dire qu'il est inscrit dans la filiation de David. Il y a tout un jeu autour de la figure d'Hillel, autour de la continuité et de la discontinuité. Il y a eu une discontinuité avec disons, la fin de l'époque du Deuxième Temple. Manifestement, c'est une période de crise, une période d'oubli, une période de division, où même les dirigeants donc, ont oublié la halakha, ce que ça reflète peut-être historiquement, c'est la période qui est immédiatement avant la destruction du Deuxième Temple, où on sait par des sources historiques que le peuple d'Israël il est complètement divisé en différentes sectes, et que c'est le chaos, quoi. Et donc, il faut en passer par ce Babylonien qui va restaurer l'autorité de la Torah, et qui en même temps donc, est inscrit, peut-être a posteriori, dans une filiation royale. Donc il y a eu discontinuité, il y a eu interruption de la tradition, et Hillel va la restaurer, mais en même temps il va très précisément la restaurer. Il ne va pas inventer une nouvelle halakha, il va restaurer la halakha telle qu'elle a toujours existé, puisque c'est le digne descendant de David Améler. Donc ça, c'est un des points qui est très central dans ce texte-là, la question de la continuité et de la discontinuité. On aurait d'un côté les autorités qui sont donc censées être les dépositaires de la tradition et qui sont capables d'oublier la halakha, parce qu'ils sont certes inscrits dans une filiation, dans une espèce de continuité, mais ils ne sont pas meshamesh suffisamment, ils sont pas suffisamment investis, ils n'ont pas suffisamment un désir de Torah. Et donc ça va instaurer une discontinuité, parce que ce n'est pas des hommes d'action, c'est des hommes de savoir, en principe. Et inversement, les Israël, déjà inversement, Hillel, qui lui est dans cette dynamique d'une espèce de restauration de la tradition, qui est dans ce mouvement qui est de recevoir, et en même temps de recevoir d'une manière qui n'est pas passive, de recevoir activement la tradition. Et puis, en parallèle de ça, on a le peuple qui est donc Bnei Nevi'im Hem, qui sont les fils de prophètes, au sein desquels le savoir et la tradition est en quelque sorte complètement incorporé, mais d'une manière irréfléchie. Encore une fois, la personne qui va appliquer la halakha, elle ne saura pas expliquer pourquoi. C'est comme ça qu'on fait. Mais ce sera a priori le travail de Hillel, une fois qu'il se sera souvenu de la halakha, de nous expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est quoi la raison, c'est quoi le raisonnement qui conduit à ça. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi il y a une question d'un minage qui se retrouve en fait avec l'épisode plutôt qui a été oublié. Et j'observe en fait est apporté par la brebis, c'est ça, donc tu peux entrer dans la laine. Ouais. Donc c'est quoi? C'est juste un manque d'inventivité, en fait, de continuer. Il respecte quand même la halakha, parce que ça, il ne faut pas porter Shabbat. Ouais. Donc il trouve une astuce finalement de mettre le couteau sur l'animal, pour que ce soit l'animal qui porte l'instrument, si j'ai bien compris. On dirait l'ancêtre de la culture du Shabbat. Ouais. Donc en quoi il est question de minage ou de nouvelles halakha qui d'un coup découverte? Je ne comprends pas bien, j'ai l'impression que c'est juste qu'il n'avait pas réfléchi à comment il pourrait confondre. C'est qui il? C'est Hillel et... Oui, Hillel, enfin. Et les Nevatira. J'ai oublié là, comment faire. Je ne suis pas sûr d'avoir le plus bon mot exact de le texte, mais j'ai l'impression qu'ils sont juste coincés, ils se passent un obstacle halachique. C'est ça qu'ils vont porter Shabbat. Ils n'ont pas l'imagination pour trouver une astuce. Et là, tout d'un coup, ils voient qu'en faisant porter le couteau par l'animal, c'est bon, on n'a pas transgressé. Mais je ne vois pas en quoi il y a un minaï qui va devenir une halakha, en fait.
Au sens où le minag, c'est la pratique. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est ce dont on parle, c'est pas habituel. C'est un truc exceptionnel. Un truc exceptionnel dans un truc exceptionnel. C'est vrai que c'est une des bizarreries du texte. Ça n'arrive pas tout le temps, malgré tout, que Pessah, ça tombe Shabbat. Ça s'est présenté comme l'événement par excellence au début de notre texte. Et en plus, ça n'arrive pas tout le temps et ça n'arrive pas à tout le monde qu'on oublie de préparer le couteau la veille. Donc toi, ce que tu dis, c'est pas ce qu'on appelle habituellement un minag. Minag, c'est un truc qu'on fait souvent sur le mode de la répétition, etc. C'est vrai que c'est une bizarrerie dans le texte dont on va apprendre par ailleurs le principe selon lequel le minag peut avoir une force normative. C'est de ce texte-là qu'on va apprendre ça. Enfin, c'est un des textes dont on va apprendre ça, qu'il y a un savoir dans le minag qui nous informe sur la halakha. Moi, j'aurais imaginé que le minag, c'est pas comme si on décide maintenant quand le sacrifice doit être le Shabbat, pour être sûr de ne pas transgresser, que l'on risque d'oublier, on trouvait les instruments systématiquement sur l'animal avant de faire la shita, quand ça tombe Shabbat. C'est ça le minag, on décide que l'animal qui va être chuté, qui va être sacrifié, il porte lui-même ses instruments. Ouais, alors, réfléchir à ça, ça suppose de revenir au cas de départ. C'est quoi le problème? Pessah, Doché Shabbat ou pas? C'est quoi la question? Pourquoi il y a une question? Qu'est-ce qu'elle représente, cette question-là? Parce que je pense que ça permet de trancher du point de vue strictement halachique ta question. Qui supposerait, c'est-à-dire si on instaure comme minag ou comme halakha qu'il faut en fait systématiquement faire comme si on avait oublié d'amener le couteau la veille, ça supposerait d'instaurer comme un état de fait qu'on ne sait pas trancher, qu'on a tendance à oublier ce point de halakha. Non, en fait, positivement, il faut faire le korban Pessah quand il tombe Shabbat. Et donc pour ça, il faut faire tout ce qui est nécessaire la veille pour le korban. Il ne faut pas instaurer qu'on va l'oublier. Parce que c'est quoi l'oubli en question? Qu'est-ce que ça veut dire faire le korban Pessah quand ça tombe Shabbat? Alors. Moi, j'ai une question, si c'est possible. Ouais. Oui. J'en ai deux même. La première, c'est, j'ai pas très bien compris l'histoire des 200 psachim, ça correspond à quoi? Ouais. Et la seconde, c'est l'idée de se dire que si Jérusalem, c'est une ville fortifiée, entourée de murailles, alors du coup, est-ce qu'il y a l'idée de porter ou de ne pas porter Shabbat? Et si du coup, cette question-là, est-ce la question d'amener le couteau, elle porterait plutôt pour les gens qui sont en dehors de la ville, mais il faudrait qu'ils aient quand même fait un peu de chemin avant Shabbat. Ouais. Et donc, du coup, à qui on s'adresse quand on se demande qui a oublié le couteau? Parce que de toute façon, moi, selon mon idée, c'est simple. Ceux qui n'habitent pas à Jérusalem ont forcément pas amené leur couteau à Jérusalem, vu qu'ils vont à Jérusalem. Ou alors, ils vont emprunter un couteau sur place. Donc, il y a forcément cette idée de... Ce n'est pas une question d'oubli, c'est une question que je ne suis pas encore sur place, donc je l'amène avec moi, quoi. Alors, sur les deux questions, là, sur la première question, donc, les 200 psachim, le raisonnement, c'est on fait tout le temps des korbanot à Shabbat. Ok. Y compris, en fait, les korbanot spécifiques de Shabbat. La Torah prévoit qu'on fait des korbanot à Shabbat. Il y a un moussaf de Shabbat. Dans la fila de Shabbat, il y a un office de moussaf qui correspond à un korban qui est spécifique à Shabbat. Donc, ça veut dire que la Torah dit qu'à Shabbat, il faut faire un korban. Ce qui suppose, par définition, de faire toute une série de choses qui sont en principe interdites à Shabbat. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit les 200 psachim, ce n'est pas qu'on fait 200 fois à Pessah, c'est qu'il y a des korbanot qu'on fait à Shabbat. Et donc, de là, on peut déduire que ce cas précis de Pessah,
les Bnei Betira auraient dû par eux-mêmes comprendre que par un raisonnement, ils auraient pu faire eux-mêmes, ils auraient pu retrouver la halakha. Ok, mais donc c'est pas, enfin, on est d'accord qu'il n'y a pas 200 Shabbatot par an, c'est juste qu'il y a plusieurs korbanot par Shabbat. Voilà, c'est ça. Okay. C'est le premier point. Le deuxième point, donc sur la question des murailles, etc., j'aurais envie de dire peu importe. Il y a une problématique qui peut se poser de savoir si on a oublié le couteau et qu'on doit le transporter dans un espace qui est interdit. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, okay. C'est ça la question. Encore une fois, peu importe précisément le cas concret. Mais il y a cette notion d'oubli qui est, à mon sens, fondamentale. Et je voudrais juste revenir sur ma question, parce que je vois que le temps il passe. Après, je donne la parole. C'est quoi l'enjeu de cette question? Est-ce que ça veut dire faire... Enfin, c'est quoi la question de est-ce qu'on fait Pessah à Shabbat ou pas? Donc, répondre à cette question suppose de se demander c'est quoi Pessah, c'est quoi le Korban Pessah et c'est quoi Shabbat. Donc, le Korban Pessah, c'est celui qui réplique, qui reproduit le moment inaugural de la sortie d'Égypte, de la naissance d'Israël. C'est le Korban qui reproduit l'agneau qu'on a sacrifié à la veille de la dernière plaie, Makat Bechorot. C'est par lui que les aînés d'Israël ont pu survivre à l'épreuve de la mort des premiers-nés. Et c'est lui qui, donc, signifie, incarne en quelque sorte, le projet même de la sortie d'Égypte. Donc la question qui se pose, la question halachique, c'est mais maintenant, il y a une contradiction formelle entre le fait de reproduire cet événement inaugural et le fait de faire Shabbat, qui est, d'une part, le signe ou le rappel de la création du monde, que le monde a été créé. Donc on s'abstient de faire des mlachot parce qu'on va envisager le monde comme étant parfaitement créé, parfaitement achevé. Donc si on fait des mlachot à Shabbat, ça contredit l'idée de création du monde. Et puis, par ailleurs, la deuxième raison qui est invoquée dans la Torah elle-même pour Shabbat, c'est la sortie d'Égypte. Si on s'abstient de faire des mlachot à Shabbat, c'est en souvenir de l'esclavage, c'est parce qu'on est sorti de l'esclavage. Et donc, la question, ce serait ça, c'est dans quelle mesure, on se retrouve face à une espèce de contradiction. Dans quelle mesure il est nécessaire de faire le Korban Pessah pour finalement maintenir le sens de Shabbat. Voilà, c'est ça la question qui est posée. Et donc, d'un côté, on a les Bnei Betira qui sont dans cette perplexité, et Hillel qui vient répondre il faut évidemment faire le Korban Pessah parce que Shabbat n'a de sens qu'à condition d'être inscrit dans le projet de la sortie d'Égypte. C'est Pessah qui donne son sens à tous les Shabbatot. Et c'est pour ça que c'est peut-être comme ça qu'il faut entendre cette idée de 200 psachim. C'est à chaque fois qu'on fait un Korban à Shabbat, c'est qu'on vient redonner le sens de ce qui est en jeu dans Shabbat. Si on fait Shabbat sur un mode qui est tel qu'on ne va pas faire ces corbanotes-là, c'est qu'on n'a pas compris ce qui est en jeu dans Shabbat. Donc voilà, alors c'est comme ça que je dirais la question, c'est que les Bnei Betira, ils sont inscrits dans une espèce de confort qui fait qu'ils ont grosso modo perdu le sens des choses et ils sont plus capables de poser des priorités, de dire qu'est-ce qui prévaut sur quoi, qu'est-ce qui est véritablement un événement qui va produire du sens. Et précisément, Shabbat, c'est censé être ça. Shabbat, c'est l'événement qui, toutes les semaines, introduit du sens dans la temporalité. Parce qu'il va faire une tension dans le temps profane. Et Shabbat, c'est quelque chose c'est le jour qui va réintroduire, disons, le sens dans l'existence. Mais donc, ce truc-là,
hein, cette réintroduction du sens, elle n'a de sens qu'à condition qu'on y fasse le Korban Pessah. Et c'est ça que vient rappeler Hillel, et c'est ça qu'ont oublié les Bnei Bethira. Dans leur espèce de confort, ils sont installés dans une espèce de mécanique, hein, dans laquelle le sens des choses a disparu. Et paradoxalement, c'est le peuple, lui, dans son espèce d'irréflexion, dans son espèce de halakha incorporé, il conserve le sens des choses, manifestement. Il le conserve sur un mode qui est irréfléchi. Il est capable il a incorporé qu'il tient la sève de son existence de Pessah, de la sortie d'Égypte. Ouais. Il y avait deux questions. Alors, peut-être c'est toi qui a posé la question en premier, qui avait la main en premier. J'avais une question aussi sur ce que vous disiez sur les Pessah, la Shabbat. Puisque dans Shabbat, dans l'idée de Shabbat, il y a aussi le souvenir de la sortie d'Égypte. Là, je ne comprends pas trop pourquoi Pessah prévu sur Shabbat. Parce que Shabbat, c'est plus large, il y a la sortie d'Égypte et la création du monde. Ouais. On pourrait dire que transgresser Shabbat, c'est nier les leçons de Shabbat juste pour la sortie d'Égypte, alors que faire Shabbat, c'est raviver ces deux sens-là. Ouais, c'est ça la contradiction de départ. Hein, c'est déjà là le sens, l'idée de la sortie d'Égypte, il est déjà là dans Shabbat. C'est la réponse d'Hillel selon ce que je vous propose. Hein. C'est mon interprétation de l'histoire. Moi, je dirais qu'une réponse simple à cette question, c'est que la dimension de souvenir de la sortie d'Égypte dans Shabbat est purement négative. C'est-à-dire, tous les Shabbats, on se souvient de la sortie d'Égypte parce qu'on arrête de travailler. Mais la dimension événementielle de la sortie d'Égypte, elle est impliquée dans le Korban Pessah, dans le fait de faire positivement le Korban Pessah. C'est ça qui va réinjecter le sens ou réintroduire dans ce projet. On peut dire encore autrement, c'est le rapport entre l'histoire et la nature. Shabbat, c'est le temps de la création. Pessah, c'est le temps de l'histoire. Et le temps de la création, il doit être traversé, transpercé par l'histoire qui va lui donner sa signification. Donc, si on ne fait pas Pessah à Shabbat, cette dimension positive du projet qui est porté par Israël dans son histoire, il disparaît. Et alors, si on poursuit le raisonnement dans ce sens-là, ce qui est intéressant dans le raisonnement, c'est on a d'un côté Pessah, qui est d'une certaine façon l'événement par excellence, la sortie d'Égypte, l'événement inaugural, et d'un autre côté, le Tamid. Là aussi, le Tamid, donc le Tamid, c'est le perpétuel, c'est ce qui se refait quotidiennement. Donc quelque chose qui est plus de l'ordre du minag, de l'habitude, c'est la répétition, le truc qu'on fait tous les jours. Ce truc-là, on doit aussi le faire à Shabbat, parce que le sens du Shabbat, il ne ressort qu'à condition qu'il vienne se surajouter à ce qu'on fait tous les jours. Si on continue le texte, je voulais couper, il y a un raisonnement qui continue encore dans cette Gemara. On va dire en fait, ça ne marche pas très bien cette Zerachava, mais parce que si tu dis d'où tu sais que le Korban Tamid, il faut le faire Shabbat. Si tu dis qu'on l'apprend de Moado, tu peux dire il y a aussi écrit Moado dans Pessah. Pourtant, justement, à Pessah, on a la question. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir le mot Moado. Bon, on va chercher un autre verset qui dit, à propos du Korban Moussaf de Shabbat, qu'il doit être apporté sur le Tamid. Donc là, il y a un verset explicite qui dit on a apporté le Tamid et au-dessus, on va rajouter le Korban spécifique de Shabbat. Donc là encore, on peut entendre que le Shabbat ne tire son sens qu'à condition qu'il apparaisse comme étant quelque chose qui se supplémente au quotidien. On peut dire qu'il n'est pas complètement dissocié de l'habitude. Donc il faut qu'il y ait le Tamid et il faut qu'il y ait le Shabbat qui soit surajouté. Et donc on a ces deux extrêmes qui sont rapprochés, le Pessah qui est l'événement par excellence et le Tamid qui est la quotidienneté, la banalité. Voilà.
et là-dedans, donc on peut retrouver aussi ces idées de continuité, de discontinuité. On a le continuum du Tamid, la discontinuité qui est introduite par Pessar, et puis donc ce savoir qui serait porté par le Maasé, quoi, par l'acte, par l'agir du peuple. Émile, oui. Une question? On a souvent l'impression quand les rabbins discutent dans le Talmud pour régler un problème que la résolution elle est un peu technique, ça veut dire je t'apporte un verset de là, je t'apporte un verset de là. Et dans ta lecture, ce que j'ai l'impression qu'il ressort, c'est qu'il y a une sorte de sens de la mitzvah. Qu'est-ce qui donne sens à la mitzvah qui est au-dessus de tout ça? Et ma question c'est, est-ce que selon toi c'est systématique aux discussions à l'Afrique, ou est-ce que là on a une sorte de cas pratique de ce qui se joue en fait à chaque fois qu'on a une vraie discussion à l'Afrique, en fait derrière chaque discussion à l'Afrique il y a à chaque fois systématiquement une question sur qu'est-ce qui donnerait véritablement sens à la mitzvah, ou est-ce que ça peut être selon toi des cas purement de l'ordre technique et que ça dépend complètement? Selon moi, je pense que tu as déjà la réponse à ta question. Selon moi, si on est juste dans le registre du droit, c'est-à-dire on est en train d'avoir des discussions pharisiennes sur des questions juridiques obsolètes, ça ne sert à rien d'étudier le Talmud. On s'en fout. Enfin, il suffit pour le coup de lire le Mishneh Torah ou de lire le Shulchan Aruch. On a des codes de halakha, on n'a pas besoin de se casser la tête à essayer de comprendre ces discussions sibyllines entre des rabbins qui coupent les cheveux en quatre. Voilà. Si c'est ça, alors faisons un kollel de halakha. Un kollel de halakha, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Kollel de minag, je ne sais pas. Donc, moi, je fais le pari qu'il y a toujours un enjeu qui est de cet ordre-là. Et par ailleurs, particulièrement ici, où on est dans un espèce de truc méta, on est clairement dans une braïta qui est farfelue, quoi. Je veux dire, encore une fois, la halakha sur laquelle on bute paraît tellement simple. C'est le raisonnement de Hillel. On a l'impression qu'un enfant de 4 ans, il pourrait le faire, quoi. Bon, après, ça continue, hein, le texte de la Gemara, ils expliquent pourquoi, les Bnei Betira, ils expliquent pourquoi ils n'ont pas fait le raisonnement que Hillel leur propose de faire. Mais quand même, on a l'impression que la question est tellement fondamentale qu'il y a autre chose derrière, quoi. On parle de posture vis-à-vis de la tradition. Et on pose toute une série de questions concernant le rapport à la tradition. Un rapport qui est strictement passif. Celui des Bnei Betira, une fois, c'est les autorités, mais des autorités oublieuses, qui ont oublié pourquoi elles sont là. Puis Hillel qui vient, avec sa chorma, restaurer la fonction de l'autorité sur la base sur une base première qui est que, d'une certaine façon, la halakha, elle est fondamentalement inconnue, c'est-à-dire que elle est en question. Donc, s'il n'y a pas la question, s'il n'y a plus la question, alors la halakha est oubliée. Et inversement, il y a un autre mode de passivité qui complique un peu le sujet, qui est celui du minag, celui de une espèce de sagesse incorporée dans le peuple, et qui vient être la conclusion ultime du texte, quoi. C'est une espèce de continuité purement, pour le coup, purement passive, quoi. On a toujours fait comme ça. Et il y a un truc qui se garde là-dedans, qui est la condition de la restauration du sens. Cette continuité du peuple, de l'agir du peuple, qui est ce sur quoi va se greffer le renouvellement du sens, quoi. Et alors, bon, cette expression-là de Imena Nevim, Bnei Nevim Hem, qui est compliquée. Qu'est-ce que c'est des Bnei Nevim? Qu'est-ce que c'est des Neviim et qu'est-ce que c'est des Bnei Nevim? C'est pas des Neviim, les Bnei Israël. Israël, c'est pas des Neviim.
ce n'est pas des gens inspirés, mais c'est des fils de prophètes. Alors, on pourrait mettre d'ailleurs en regard les Bnei Betira et les Bnei Nevim. Les Bnei Betira, encore une fois, c'est une entité anonyme de ceux qui héritent de l'autorité. Et les Bnei Israël sont des fils de prophètes, c'est-à-dire non pas des inspirés, ce que je comprendrais au sens où ils ne sont pas capables d'articuler un discours, mais ils sont des Bnei Nevim, c'est-à-dire qu'ils portent sur un mode passif et irréfléchi une forme d'inspiration. Donc ils sont en puissance de Nevoua. D'ailleurs, l'expression Bnei Neviim, je ne sais pas si elle est derrière ce texte-là, peut-être qu'elle l'est, c'est une expression qu'on trouve dans le Nar, à l'époque des prophètes, à l'époque déjà du roi Shaoul. Je ne sais pas exactement où apparaît la première fois l'expression Bnei Neviim. Les Bnei Neviim, ce seraient des gens qui se disposent à la prophétie, comme si on pouvait s'exercer. Ils sont en école de formation à la névoie. Donc, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais je sais pas, ils ont une espèce d'ascèse, une forme de vie particulière qui est censée susciter l'inspiration. Mais après, ça semble pas marcher pour tout le monde. Il y a quelques-uns qui deviennent des Neviim dans l'eau, mais la majorité, c'est des gens qui aspirent, des aspirants prophètes, quoi. Et donc peut-être qu'il y a ça derrière. Les Bnei Israël, c'est des aspirants prophètes, inconscients, qui ne le savent pas, mais ils sont porteurs dans leur maasé, dans quelque chose qui, encore une fois, est complètement incorporé en eux, de la puissance de la névoie. Et c'est ça qui, en retour, va pouvoir alimenter le travail de la chorma, le travail des chachamim, qui va recevoir cette aspiration à la prophétie de l'agir, quoi, du maasé. Ce que je trouve beau, c'est que les fils de Syrah ont oublié la source qui permet d'expliquer, qui permet d'agir, effectivement. Mais là, je présente déjà comme si le peuple apporte une réponse de l'ordre du pragmatique, de l'ordre de pratique, à une aporie intellectuelle. Alors que c'est deux choses différentes, parce que le peuple, là, apporte une pratique au fait de ne pas porter. Alors que la question au départ, c'était est-ce que ça prévaut sur Shabbat ou pas? Pour moi, c'est deux choses différentes. Je n'arrive pas à comprendre comment l'un donne la réponse à quelque chose qui n'est pas la question. Ouais, alors ça rejoint un peu la question de Simon de tout à l'heure. C'est quoi ce minag? En quoi on peut voir là un exemple, ou même le paradigme du minag? Parce que ça semble être, je ne sais plus comment tu as formulé ça tout à l'heure, simplement une astuce pour contourner, pour pouvoir faire la halakha malgré tout, pour pouvoir appliquer la halakha malgré tout. Mais justement, c'est ça l'impasse dans laquelle Hillel se retrouve embarqué. C'est toi qui viens dire, il est évident qu'il faut que Pessah prévaut sur Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est techniquement pas possible? Qu'est-ce qui se passe si c'est techniquement pas possible? Et là, tout d'un coup, il sait plus répondre. Il a oublié, il n'a pas apporté les ustensiles pour faire le Korban Pessah. C'est-à-dire, sachant que il doit faire le Korban Pessah le lendemain, et que c'est ça qui est porteur du sens de la totalité de la halakha, en fait, il ne l'a pas apporté. Alors, est-ce qu'on va dire que
il n'est pas dans le projet, donc il a signifié par son oubli qu'il n'est pas inscrit dans le projet, et donc il ne devra pas faire le Korban Pessah, et donc il va être, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il sera Chayav Karet, sur lequel je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais la peine de retranchement, peine maximale, il faut la prendre ici d'une manière très littérale. C'est celui qui est de Karet, c'est celui qui ne fait plus partie du peuple. C'est comme ça que ça se dit dans les versets. Nircheta nefesh ha'i me'amea. Cette âme-là sera retranchée de son peuple. Et les deux seuls mitzvot à propos desquels, les seuls mitzvot positifs à propos desquels on dit qu'il y a Karet, c'est Pessah et la Mila. Ce n'est pas par hasard, c'est les deux choses qui sont fondamentales dans l'inscription, dans le projet, quoi, dans le corps du peuple d'Israël. Si tu ne fais pas positivement la Mila, si tu ne fais pas positivement le Korban Pessah, alors tu signifies que tu ne fais pas partie du peuple. Tu es exclu. Et donc c'est ça la question qui se pose à la fin, quoi. Il a oublié et donc il peut pas faire, il s'est pas donné les moyens de faire le Korban Pessah. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est retranché du peuple ou pas? Là-dessus vient se greffer la sagesse populaire du Nénévim. C'est toujours possible de se rattraper, quoi. C'est toujours, voilà, c'est pas parce que j'ai oublié la veille que ça veut dire que j'ai rien compris. Non, voilà, je sais pas, il y a finalement une espèce de possibilité pour l'événement de surgir du quotidien. Voilà. La veille, je n'étais pas dedans, aujourd'hui, je suis dedans. C'est possible, ce truc-là. Ouais, je sais. Moi, je crois que je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que là, vous avez donc en jeu toute une série de notions qui concernent minhag halacha, autorité et tradition. C'est-à-dire comment se constitue la tradition à la fin, une espèce de point d'orgue du texte qui dit, voilà, c'est ça la tradition que j'ai reçue, avec la remarque de Clémence de tout à l'heure, où on a l'impression qu'en fait, on assiste au processus de constitution de la tradition. Ah, ça, je l'ai reçu de Shmaya Avtalion. En fait, c'est un truc que j'apprends aujourd'hui et que j'apprends dans un rapport qui est dialectique avec le Maaseh. Cette expression qui est très forte, Ra Maaseh veniskar halacha. Il a vu l'agir, il s'est souvenu de la norme. En philo du droit, philo en général, on fait souvent une distinction entre la norme et le fait, entre le devoir-être et l'être, qui sont deux champs qui sont distincts en principe. Et là, on a l'impression d'un télescopage des deux. Le Maaseh vient indiquer la norme. Et donc, on a cette dialectique entre l'agir et entre le fait et la norme qui apparaît bien dans le texte. Et est-ce qu'il y a des idées à la fois qui sont sorties de ce Pesachim 66? Est-ce qu'on a statué sur quelque chose à partir de cette question-là, de cette question qui était posée dans le texte sur une je te dis, c'est une des sources qui fait dire que quand il y a un minhag qui légifère sur quelque chose sur quoi les sources halachiques normatives ne se prononcent pas, ça peut avoir force de loi. Hein? Alors après, il y a une notion de minhag mevatel halacha, pas liée avec ce texte-là, sur lequel vous parlerez peut-être une autre fois. Mais voilà, en tout cas. Ouais, sûrement. J'imagine que vous toucherez à ce truc-là. En tout cas, dans ce texte, encore une fois, qui est en grande partie un texte méta halachique, déjà,
on apprend de la halakha juste sur le cas concret, quoi, cette halakha qu'on peut mettre le couteau, si on devait faire le Korban Pessah, on pourrait faire comme ça, on apprend de ce texte. Mais par ailleurs, on apprend une chose plus méta-halachique, qui est le poids du minag en matière de halakha. Si on observe un minag nafutz d'Israël, sur une question sur laquelle la halakha ne se prononce pas, ça peut avoir force de loi, moyennant certaines conditions qui supposent de dire qu'est-ce qu'on appelle Bnei Nevi'im, qu'est-ce qu'on appelle Israël, dans quelles conditions un minag va être considéré comme ayant un point normatif. Non, là, c'est pas de la jurisprudence. C'est pas. Ça marche pas. C'est vraiment un truc. À la fin, mais c'est pas un cas de jurisprudence dans la mesure où c'est le juge qui va répondre, c'est le juge qui dit faites comment. Ah, ok. C'est vraiment un cas de coutume au sens juridique. La coutume, elle est juste habitude de récolter sur un territoire géographique déterminé, pérenne. Par exemple, les combats de coq et la commande. Le passage, c'était pas le même passage pour 40 ans, et bien, oui. Est-ce que ce minag-là qui devient halakha a la même force que la halakha de départ, dans la mesure où il n'y a pas de source de texte, alors qu'au départ, il utilise l'oiseau. Alors qu'il prend un texte et il explique pourquoi est-ce qu'il y a une logique. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, mais après, il va y avoir toute une série. Si on continue le texte, que j'ai pas fait, heureusement, parce que sinon, on en aurait encore pour longtemps, il y a des questions halachiques qui sont posées sur ce din. Ah, mais comment c'est possible qu'on puisse utiliser la bête qui est censée être sanctifiée pour qu'on puisse l'utiliser. Normalement, on ne peut pas utiliser une bête qui est Ekdesh. Et donc, il y a toute une série de questions halachiques qui sont posées là-dessus et qui vont donc justifier en fait cette halakha / minag. Dire voilà, c'est conforme à la halakha. C'est pas contradictoire avec la halakha. Il y a une différence entre une loi qui n'est pas contradictoire et une loi qui vient directement du texte. D'un côté, c'est une loi qui a une origine qui n'a pas forcément d'origine du texte, et qui est certes conforme avec le reste de la loi, alors que dans l'autre, c'est vraiment une loi qui émerge du texte. Oui. Il n'y a pas le même niveau de valeur. De toute façon, on n'est pas au même niveau dans la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, il y a la première question qui porte sur le principe même de repousser Shabbat, ce qui est un énorme truc, parce que voilà, Shabbat, c'est pas n'importe quoi. Donc, pour repousser Shabbat, il faut avoir des sources. Et on est dans le registre du Deoraita aussi. Dans la deuxième question, on est déjà dans un dérivatif de cette première question. On n'est pas au même niveau de questionnement ni de dans la hiérarchie des normes, quoi. On n'est pas au même niveau. Donc effectivement, après, le type de raisonnement qui va être à l'œuvre n'est pas le même. Le type de source qu'on va invoquer n'est pas le même. Ce sera plus dans quelque chose qui est de l'ordre de la svara, de l'ordre du raisonnement. On va montrer que c'est pas interdit d'utiliser la bête pour qu'elle porte son propre couteau. Parce qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il aurait lieu de se questionner. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'agneau qui vient porter lui-même comme gaiement l'arme qui va le mettre à mort. J'ai pas réfléchi à la question. Je trouve ça en tout cas très suggestif. Surtout qu'il doit y avoir un cas où le plan c'est de un truc de famille mentale à une bête qu'on a sacrifiée. C'est bizarre. Ah, c'est pour le moins bizarre. Ouais. Non, ça se fait accrocher au corps de genre. Ah ouais, il avait vraiment. Sinon, l'animal, il n'arrive pas à enlever l'animal. Ça dépend comment tu le plantes, tu vois. Tu peux le planter un peu de blé en masse sous la peau. Ça fait très mal. Tu peux le planter dans une corde.
Merci beaucoup David. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Est-ce que tu veux faire un teasing pour la semaine prochaine? Ouais. Alors, ce que je vous propose de faire la semaine prochaine, c'est de nous arrêter sur le moment médiéval en tant que moment constitutif de l'idée de tradition. Voilà, ce sera ça l'objet. Je vous montrerai comment, d'un côté, la définition de la tradition sur toute une série de questions est laissée indéterminée par les sources traditionnelles, Talmud, Midrash, et comment il y a des réponses qui sont apportées au Moyen-Âge. J'en profite pour vous dire que voilà, ici nous sommes dans notre nouveau local, notre synagogue Keila Ayeka, dont Tali est la présidente, et Myriam et moi, bien qu'en formation, assurons le rôle de rabbin. Il nous reste encore quelques mois jusqu'à juin pour être officiellement rabbin. Je vous invite à aller sur le site Ayeka, à adhérer à la communauté, parce que c'est comme ça que vous faites vivre Kollel, que vous faites vivre la communauté, et que grâce à vous, en tant qu'adhérents, nous, on reçoit des subventions. Donc, super. Je vous invite à venir le vendredi et le vendredi soir, le samedi matin, on fait des offices ici même, le vendredi soir, 19h30 en ce moment, et 9h30 le matin. Et je vous invite aussi, je vais vous envoyer un message à toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour vous mettre sur le groupe WhatsApp, un lien d'invitation pour le groupe WhatsApp de Keila. Peut-être que certaines d'entre vous sont déjà sur le groupe WhatsApp de Kollel, et je vous mettrai en plus le groupe WhatsApp de Keila pour que vous puissiez avoir les bonnes informations. Merci beaucoup David, et puis on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Merci à vous. Les sources sont déjà sur Kollel, si jamais vous voulez les retrouver. Je peux fermer. Je mets fin à la réunion. Au revoir. Merci beaucoup. C'est écrit sur le WhatsApp.